sommes heureux ce soir d'accueillir Monsieur Jacques Arène. Donc, Monsieur Jacques Arène, bonsoir et bienvenue en Vendée à La Roche-sur-Yon. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez dans la région ouest, il me semble. Après un double cursus en mathématiques et en psychologie clinique, vous avez entamé en 1985 une carrière de psychologue clinicien, puis de psychanalyste. En 1997, vous publiez votre premier ouvrage, dont le titre était, ou est toujours, « Y a-t-il encore un père à la maison ?» En 2009, vous êtes docteur en psychologie, vous vous spécialisez dans la psychopathologie de la constitution du lien et dans la psychologie du fait religieux. De 2010 à 2016, vous êtes maître de conférences puis professeur à l'Institut catholique de Lille, au Centre d'éthique de la famille et du sujet contemporain. En 2017, apparaît aux éditions du Cerf La fabrique de l'intime, le couple, le sexe et l'enfant. Vous enseignez également à l'Institut catholique de Paris et au Centre Sèvres. Dans votre dernier livre, vous appelez à investir sur un mode nouveau, la relation conjugale, parmi tous les liens qui peuvent exister, qu'ils soient parental, amical, social ou professionnel. Le lien du couple est le plus riche. Il permet d'être soi d'une façon unique, en relation intime avec l'autre. Dans notre vie de couple, qui s'inscrit dans la durée, on passe sans cesse d'une étape à une autre étape. Il y a sans cesse un déséquilibre à traverser et un nouvel équilibre à trouver avec des réponses à inventer. Donc nous vous remercions ce soir de nous faire entrer dans cette dynamique de construction de la pérennité du couple avec comme allié le temps. Comment et pourquoi le temps devient-il l'allié du couple ? Merci de votre contribution. Donc cette soirée va se dérouler en deux temps. Une première partie sous forme d'exposé, 3/4 d'heure environ à 1 heure, et une deuxième partie sous forme de questions-réponses. Voilà. Donc pour faciliter l'organisation, vous pourrez poser vos questions par écrit pendant une petite pause qui aura lieu entre les deux. Et puis on fera circuler une petite corbeille, voilà, ça nous permettra de participer aux frais de cette soirée. Merci à vous et merci Monsieur Jacques Arène. C'est bon? Parfait. Donc il faut que je le maintienne près de... Excusez ma voix, j'ai la voix de Darth Vader parce que je suis un peu enrhumé. Mais comme je suis loin de vous, je ne vais pas vous contaminer. Alors, je vais parler du couple. Pourquoi j'ai fait ce livre sur le couple là, La fabrique de l'intime. Alors, le titre, alors c'est l'éditeur, l'éditrice qui a trouvé ce titre que je trouve assez beau. C'est-à-dire que, au fond, mais alors c'est intéressant parce que les éditeurs souvent voient des choses dans les livres qu'on n'a pas vues quand on écrit. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vous lit de temps à autre. Et elle dit, au fond, je parle beaucoup de tissage dans ce livre, hein, de la manière dont la vie intime, l'intimité dans un couple se crée peu à peu, progressivement, et qu'il y a tout un tissage extrêmement complexe. Voilà, un peu comme une... Alors, d'ailleurs, sur la couverture, on voit une étoffe, je crois que c'est dans La naissance de Vénus de Botticelli qu'elle a pris. D'abord parce qu'il n'y a pas de droit, mais en plus parce qu'on voit bien cette étoffe, on voit deux mains qui se rejoignent, et cette étoffe qui est presque invisible, hein, qui montre bien que le couple, en fond, il y a une étoffe qui s'est créée, qui est presque invisible, mais qui a une forme de réalité importante, même si on ne la voit pas toujours. Et même quand les gens se séparent, quand les personnes se séparent, les couples se séparent,
ce tissu invisible qu'on perçoit comme déchiré est quand même présent. Enfin, on ne le perçoit pas, mais on le perçoit parfois quand la séparation a mis, a voulu mettre une distance et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui relie malgré tout. Les personnes séparées, souvent, restent reliées assez longtemps, même s'ils ne le souhaitent plus, mais restent reliés justement par un certain nombre de choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont construites, qu'ils ont tissées ensemble et qui restent présents. Donc c'est un peu cette idée-là. Et pourquoi je veux parler du couple? Parce qu'au fond, c'est un moment intéressant pour parler de la vie de couple aujourd'hui. Alors, au fond, c'est le côté intéressant de la vie contemporaine, comme il y a eu, au fond, une dissociation qui est souvent critiquée dans le monde chrétien, mais pas seulement, de dire, au fond, qu'il y a une dissociation entre la vie conjugale, la vie parentale. Il y a toute une série de dissociations aujourd'hui, entre le couple et la famille. On peut être en couple sans vouloir avoir des enfants. La sexualité n'est pas forcément féconde, etc., dans le désir des gens aujourd'hui. Mais l'intérêt de tout ça, c'est ça recentrer les gens sur, au fond, qu'est-ce que c'est que le couple? Alors, le couple, évidemment, n'est pas seulement une réalité qui est destinée à la création d'une famille, le fait d'avoir des enfants plus tard, etc. Mais il y a une réalité particulière de la vie de couple qu'on peut regarder aujourd'hui plus, peut-être, parce que les gens sont très intéressés par le couple, que ce soit dans le monde chrétien ou hors du monde chrétien. Il y a un grand intérêt pour le couple et de voir, en fond, qu'est-ce qui fait que malgré tout, malgré toutes les difficultés, quand on voit, c'est très bien, ça c'est des choses qui sont souvent dites, les gens se séparent beaucoup plus qu'avant, même si malgré tout la plupart des gens restent ensemble. Les couples qui ne se séparent pas sont quand même plus nombreux que les couples qui se séparent, en tout cas chez les gens mariés. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout, malgré toute cette évolution contemporaine, la question du couple est quand encore une question importante pour beaucoup de gens, quelle que soit leur position religieuse, philosophique. On sent bien que beaucoup de jeunes, vous voyez des jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes de 20 ans, bah, ils ont envie d'être en couple et ils ont envie que ça dure. Alors qu'est-ce qui fait cette réalité-là? Qu'est-ce qui fait que le désir de couple est toujours aussi important, même s'il est plus douloureux peut-être qu'auparavant, parce que évidemment il est empreint d'une certaine forme d'angoisse chez beaucoup de jeunes notamment. Alors, je vais vous donner quelques éléments. D'abord, je vais essayer de dire, au fond, qu'est-ce qui est douloureux. Aujourd'hui, on va commencer par le douloureux, ce qui est douloureux, et puis on terminera par ce qui est mieux. Il y a au fond, à faire un peu un diagnostic, qu'est-ce qui fait que la vie... Alors, en étant plus centré sur le couple, qu'est-ce qui fait que les couples ont du mal aujourd'hui, plus qu'avant? On est un peu dans la société telle que un sociologue britannique qui s'appelle Bauman parle de l'amour liquide. Donc on sent bien que l'amour liquide, ça veut dire que le lien conjugal est plus difficile à retenir, il est plus liquide et donc il peut très vite ou s'évaporer ou s'écouler ailleurs. Et puis en même temps, donc voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe là. Bon, mais sans m'attarder trop parce qu'on sait tout, ça on le sait tous, on le voit tous d'une certaine manière ce qui se passe. Et puis essayer de voir au fond qu'est-ce qui fait qu'on peut toucher du doigt aujourd'hui une réalité du couple qui est une réalité tout à fait importante et là, au contraire, il y a quelque chose de créatif dans la vie de couple qu'on ne souligne pas assez, peut-être pas assez même dans le monde chrétien ou catholique, à mon avis, parce qu'on a parfois tendance à dire que c'est difficile d'être en couple, voilà, il y a des épreuves, mais il y a aussi quelque chose de la créativité et d'une expérience assez particulière qui n'existe pas ailleurs d'une certaine manière. Voilà, donc c'est intéressant d'identifier. Alors ça sera la seconde partie de ma conférence. Alors je vais commencer en vous parlant d'un bouquin qui est assez typique du monde contemporain, qui est un bouquin fait par un Américain qui s'appelle Jeffrey Eugenides. Jeffrey Eugenides, donc il est d'origine grecque, Euginedes, qui a fait un livre qui a été traduit il n'y a pas longtemps, en 2013, et qui s'appelle Le roman du mariage. C'est un bouquin intéressant
Et c'est l'histoire d'un couple à travers les années 80-90, avec un couple qui s'est formé dans les années 80-90. Donc c'est certain rapport à l'histoire comment dire, un regard sur la vie conjugale aux États-Unis entre 80 et 2000. Donc chez des jeunes, alors on est dans le monde universitaire, donc des jeunes libérés, entre guillemets, et un trio amoureux classique, enfin, au fond, avec une jeune femme qui doit choisir entre deux hommes. Donc c'est assez classique depuis Racine, cette histoire d'une jeune femme qui doit choisir entre deux hommes. Et c'est intéressant parce que cette jeune femme, elle est donc universitaire, donc elle travaille sur la romance victorienne. Alors la romance dans le monde anglo-saxon, c'était une certaine manière de faire des romans au XIXe siècle, où la question de la relation amoureuse, on pense à Jane Austen ou d'autres, donc des grands romanciers britanniques du XIXe siècle, au fond la romance, c'est comment les jeunes, c'est au fond une histoire du mariage, comment le mariage a été, notamment pour les femmes, mais pas seulement, mais c'est souvent des romans qui sont centrés sur des personnages féminins, se sont au fond réalisés personnellement à travers le mariage et ont exprimé quelque chose de leur personnalité profonde à travers cette question du mariage. On le voit bien hein, aussi dans les romans d'Henry James, hein, cette question du mariage qui est très présente, la manière dont on se réalise au travers d'une histoire parfois douloureuse, hein, d'un mariage difficile à conclure ou complexe parce que les gens ont du mal à se rencontrer. Et cette jeune femme donc travaille sur la romance victorienne. Évidemment, on nous la montre parce qu'on nous montre en même temps qu'on n'est plus du tout dans ce monde-là. Hein, que, au fond, cette relation au mariage qu'il y avait au XIXe siècle dans le monde britannique, mais aussi dans le monde français, qui était une relation, au fond, où les femmes et les hommes, alors pour le coup, c'était assez récent, hein, cherchaient à l'amour, hein, n'était pas seulement dans des arrangements financiers, mais aussi chercher une relation très particulière, très singulière, qui serait la relation de couple, et une réalisation de soi à travers la relation de couple. Comment, au fond, quand même, le mariage, il y avait un récit, une sorte de récit collectif sur ce côté émancipatif du mariage, et une dimension de réalisation de soi à travers le mariage. Hein. Alors, et maintenant, on est beaucoup plus ambivalent hein, dans le monde contemporain autour de l'idée d'une réalisation de soi à travers le mariage. Et cette jeune femme travaille là-dessus et elle hésite entre ces deux hommes. Évidemment, elle sent toute la distance dans les années 80 aux États-Unis entre ce qu'elle lit dans les livres victoriens, hein, où la question, par exemple, de la parole donnée est extrêmement importante dans les livres victoriens. Quand on donne sa parole, on peut revenir dessus, mais c'est pas facile. Dans le monde contemporain, c'est la question de la parole donnée, peut-être un peu plus difficile à tenir. Alors, elle est très en tension, cette jeune femme. Et elle finit par choisir son conjoint, elle se finit par se marier. Donc il y a une histoire du mariage hein, dans ce roman. Mais on sent bien que ce n'est pas la parole qui compte, hein, ce n'est pas le récit qui est créé entre elle et son mari. C'est une pure dépendance affective. Hein. Alors c'est toute une histoire assez intéressante, alors très passionnelle aussi. Elle est très amoureuse de cet homme qui la fascine beaucoup, mais qui en même temps est malade. Hein, alors il se trouve qu'il est bipolaire. Bon, il y a toute une histoire un peu complexe. Et au fond, elle finit par se marier avec lui, mais en désespoir de cause, et parce qu'elle est très dépendante et attachée à lui. Et elle ne peut pas ne pas se marier d'une certaine manière. Donc c'est pas un récit commun qui se déploie avec son mari, c'est au fond une impossibilité de ne pas être dépendant. Donc elle va vers le mariage parce qu'elle est obligée d'y aller. Évidemment, ça se passe mal. Hein. Je ne trahis rien en disant que ça se passe mal. Mais cette notion de la force de l'affectivité, de la dépendance est très présente. Et c'est très tragique. Hein. Alors, c'est pas nouveau. On le voit bien dans Racine aussi, que la dépendance affective, quand même, ça existe. Mais c'est très présent. Au fond, on se dit, et puis le romancier le dit aussi très bien, il dit au fond, est-ce qu'on a aujourd'hui l'équivalent de la romance au XIXe siècle? Est-ce qu'on peut faire un roman du mariage? Alors, on sent bien que chez lui, sa réponse est plutôt non. Hein, est-ce qu'on peut encore faire voir le mariage qui est centré, qui est le centre d'un roman, au point d'ailleurs que d'ailleurs les héros terminent leur vie seuls. Mais je vous en ai
on parlait tout à l'heure. Donc c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un récit? Alors, un récit au sens où, vous savez, on parle des grands récits en politique. On dit au fond, est-ce que la France a encore un grand récit? Est-ce qu'on a un grand récit collectif? On pourrait dire la même chose pour le mariage et pour la vie de couple. Est-ce que nous avons un grand récit conjugal, comme il a pu exister dans la littérature 19e et qu'on s'appropriait? On voit bien que les jeunes aussi ont ce désir d'être en couple, mais c'est d'une manière presque, comment dire, instinctive, de désir d'être en couple, mais sans que s'appuie sur un récit sur lequel ils puissent avoir confiance. Alors, ce désir d'être en couple, souvent, alors pour les chrétiens, il y a quand même le soutien de la communauté et de ce que dit l'Église sur la qualité très, très personnelle, voire théologique du mariage chrétien. Mais pour beaucoup, au fond, c'est quelque chose qui existe sans que ça soit mis en récit. Donc il y a un désir de couple aujourd'hui qui est presque nu, qui s'appuie à la référence de l'intensité du sentiment, souvent au désir de ne pas être seul, qui est tout à fait respectable, d'ailleurs, désir de pas, c'est très bien de ne pas, mais qui, au fond, cette nudité est presque émouvante, c'est beaucoup de jeunes, au fond, cette angoisse, parce que c'est pas seulement un désir de ne pas être seul, mais c'est souvent aussi la question essentielle de l'adolescence ou des jeunes adultes, et puis aussi des moins jeunes, quand les gens se sont séparés entre-temps, qui est la question, est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis capable de me faire aimer, d'attirer une autre personne, d'être aimable et de pouvoir rentrer dans le regard et dans la considération d'une autre personne? C'est la question essentielle souvent, qui est une question qui peut devenir sidérale avant la vie de couple. Ce qui est intéressant, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent, les gens se posent cette question avant même toute question autour des enfants. C'est-à-dire les enfants deviennent que plus tard. Donc, la question du couple est prise au sérieux, d'une certaine manière. Et on sent bien que la plupart des personnes y accordent beaucoup d'importance. Alors, dans un contexte qui est compliqué, ce que j'appelle le contexte du différent sexuel, différent, pas la différence seulement, c'est ce que c'est que la différence sexuelle, mais de différent avec un D entre les sexes. On voit bien dans l'actualité combien le différent entre les sexes, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On dit sur les abus, sur ce qui se dit, des abus dans les médias, etc., des abus sexuels ou de la manière dont les hommes s'y prennent ou s'y sont pris avec les femmes, etc. On est dans un monde où la question de la différence des sexes est tendue et douloureuse et n'est pas résolue. Et n'est pas résolu au fond avec ce qu'on appelle la sortie du patriarcat, qui est quand même... Donc, ce contexte de tension entre les sexes est très présent. est très présente, on le voit bien dans les couples, de diverses manières. Quand on écoute des personnes qui parlent de leur couple, moi je ne suis pas thérapeute de couple, mais j'entends surtout des gens qui me parlent de leur couple. Des gens de 20, de 30, de 40, 50 ou de 80 ans qui me parlent de leur couple. Et qui me disent souvent combien la vie de couple, c'est un lieu de négociation. Alors évidemment, je ne vois que les gens qui sont en difficulté plus que l'autre. Donc mon échantillon n'est pas significatif au niveau statistique. Mais souvent, il y a ce qu'on appelle une forme de compétition entre les sexes aujourd'hui. De compétition, de tension, de revendication. Ce qui est très intéressant pour quelqu'un de ma génération. Dans ma génération, la plupart des gens avaient un compte commun. Un compte bancaire commun. Le coût du compte bancaire, c'est très intéressant. Parce que maintenant, la plupart des plus jeunes n'ont pas de compte bancaire commun. Alors, je ne dis pas que c'est bien d'avoir un compte commun, je ne sais pas. Mais au fond, il y a un désir d'avoir son propre espace, sa propre place, et tout un processus dans la vie de couple, qui est un processus de négociation de la place de chacun, qui existe partout, le plus souvent, que ce soit des familles très traditionnelles ou non. Dans tous les milieux, ça existe. C'est la question de trouver son propre espace dans le couple, d'exister, de ne pas être dévoré par l'autre, de pouvoir faire valoir son point de vue. Voilà. Et dans le meilleur des cas, ça se passe bien, évidemment. Mais il y a toujours cette tension de la recherche des places qui est très importante. Et puis souvent, ce qu'on dit beaucoup moins aujourd'hui, ça c'est assez banal ce que je dis là, plus souvent et d'une manière peut-être plus douloureuse à mon avis, une forme de solitude. Alors la solitude des personnes,
on est dans un monde hyper connecté, mais on voit beaucoup de gens seuls. En tout cas, moi, en tant que Parisien, il m'arrive assez souvent de voir des gens qui sont seuls, assez seuls, et pas seulement des personnes âgées, hein, qui, après une séparation, par exemple, qui se retrouvent seuls, ou qui dans des familles monoparentales, des familles qui n'ont pas beaucoup de liens sociaux, etc. Et même des couples qui sont seuls. Qu'est-ce que c'est des couples seuls? C'est des couples qui n'ont pas tellement de liens, ni avec d'autres couples, ni avec leur famille élargie, qui ne sont pas en lien vertical avec les grands-parents, ou peu, et qui sont dans une forme de solitude pour inventer ce qui se joue quand ils ont des enfants, par exemple, pour, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'étayage autour d'eux pour pouvoir exister en tant que personne, en tant que couple. Hein, et donc des vies personnelles et conjugales qui sont évidemment complexes, parfois donc saccadées parfois par des ruptures, mais aussi par des changements géographiques, par des éloignements, un éloignement aussi de la famille d'origine, etc., qui sont des lieux, au fond, qui fait que les choses sont plus difficiles d'une certaine manière pour tenir le lien. Mais ce n'est pas seulement lié au couple. Je crois qu'en général, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas tellement, parce qu'on a une société qui est officiellement compassionnelle, ouverte, etc., dans la réalité, les gens sont assez seuls et le lien est assez fragile. Et je dirais pas seulement le lien de couple, mais aussi le lien parent-enfant. Il arrive assez souvent que les parents et les enfants ne gardent pas le lien, ça arrive. Beaucoup plus qu'avant. Que le rapport avec la famille élargie est très divers selon les familles. Donc, d'une certaine manière, il y a une forme de liberté, parce qu'au fond, les gens sont moins prisonniers de leur famille. Et parfois, les familles étaient très emprisonnantes dans le temps. Et en même temps, il y a aussi une grande solitude. C'est évidemment le versant plus négatif de la chose. En tout cas, la question se pose de pourquoi être en couple. C'est ça la question la plus importante. Pourquoi? Alors, certains, pour qui c'est évident, mais ont du mal à le faire. Alors évidemment, on est complètement sorti des mariages arrangés, mais moi je rencontre, on est très loin de ce monde-là, où sans parler des mariages arrangés, où les choses se faisaient par entremise de la famille, plus ou moins. Mais je rencontre beaucoup de gens qui sont très anxieux à l'idée de ne pas, à partir d'un certain âge, de ne pas arriver à être en couple. D'autant que le couple n'est plus une évidence, vous voyez. Alors c'est peut-être le milieu parisien qui est comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais au fond, à quoi ça sert d'être en couple? À quoi ça sert? On peut très bien faire des enfants d'une certaine manière sans être en couple. Moi, je me souviens d'un jeune homme très brillant qui était assez amoureux de sa compagne, mais qui me disait ils avaient tous les deux un métier qui leur permet largement de vivre seuls sans être en conjonction économique. Qui me disait au fond, on peut très bien faire un enfant. Et je crois je ne sais pas s'il est allé au bout de son projet parce que je ne l'ai pas vu après. Mais il avait un projet d'avoir un enfant avec sa compagne sans habiter avec elle. En disant, on habitera pas très loin, et puis on élèvera cet enfant ensemble. Voilà, puis comme je suis sûr que ce sera une bonne mère, voilà, on s'en occupera en même temps, mais pourquoi être en couple? Pourquoi vivre ensemble sous le même toit? On aura une relation privilégiée, mais sans aller jusqu'à... Vous voyez, donc avec cette idée... Alors, c'était un jeune homme qui était assez authentique d'une certaine manière, parce qu'il disait, au fond, il était très conscient, et il avait des parents séparés, il était très conscient que la vie de couple comportait un certain nombre de dangers, et que, au fond, quand on est dans ce type de couple, on risque moins de souffrir quand on se sépare. Quand on est dans un couple où, pensait-il, j'en suis pas certain, mais pensait-il qu'il pouvait comme ça ménager une vie où les choses étaient moins compliquées. Et j'allais dire, et même le modèle binaire du couple, quand on voit... c'est ce que dit très bien la philosophe Sylviane Agacinski, il le souligne, pourquoi deux parents, à la limite? Voilà, c'est vrai que le couple conjugal, il est un peu fondé sur la question de la différence sexuelle et sur la procréation. De dire, au fond, pourquoi on couple? Parce qu'on fait des enfants à deux. Donc, il y a cette idée que, voilà, si c'est à deux que les enfants arrivent, le couple semble un lieu naturel de la vie conjugale. Mais si on est moins dans ces questions-là, s'il y a un découplage entre la vie parentale et conjugale, pourquoi ne pas être 3, 4 ou tout seul, Donc, ça paraît très amusant ce que je disais, mais vous avez des
des colloques très sérieux à l'université. Moi, j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps à l'université de Lausanne, qui parle du polyamour. Le polyamour, c'est avoir une vie conjugale à plusieurs. Et à la limite, se dire... Alors ça existe depuis que le monde est monde. Hein. Il suffit de voir Jules et Jim, le célèbre film. Mais la question qui se posait, je dis, au fond, pourquoi l'institution ne validerait pas ce type de configuration? À la limite, pourquoi un couple? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Alors, ça paraît très marginal, mais si les gens se posent la question, ça veut dire que il y a la question, c'est important de savoir, d'arriver à défendre. Alors, évidemment, on peut le défendre théologiquement pour des catholiques, mais comment défendre humainement, si je puis dire, ou psychiquement? Quel est l'enjeu de la vie de couple? Qu'est-ce qui fait que le couple, c'est très particulier? Et ça apporte des choses que peut-être la vie à 3 ou à 4 n'apportera pas. Ça arrive, il y a des gens qui se mettent à 4 pour faire un enfant. Il y a des couples... Alors, ça existe peu, mais ça existe quand même un petit peu. Là. Donc, c'est un peu ça la question. Qu'est-ce qui fait... Alors, je pousse le raisonnement, là. Évidemment, je fais exprès de le pousser. Pour dire, au fond, qu'est-ce qui fait que, malgré tout, vous avez des gens qui y tiennent, malgré tout, sans pour autant avoir un héritage particulier, je dirais, religieux, ou même sans en avoir parlé d'une certaine manière. Ils le sentent comme ça. Et on voit de plus en plus, en revanche, dans la littérature, le contraire. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez Michel Houellebecq, c'est un romancier très connu aujourd'hui. Il fait des romans, alors c'est des romans très, très, très déprimants, où les gens terminent leur vie seuls, en disant, au fond, ils se reproduisent par clonage, et puis, au fond, pourquoi être ensemble pour se reproduire? Voilà. Et alors, le roman du mariage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'américain, les deux protagonistes, au bout d'un certain temps, se séparent, donc, parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. C'est tellement fondé sur une sorte de sentiment passionnel que ça ne dure pas, leur mariage. Alors, le mari, lui, il est scientifique, il travaille sur les levures. Alors, il paraît que les levures, c'est ce qu'a trouvé le romancier en question, les levures, en fait, ça peut avoir deux formes. Une forme sexuée, une forme asexuée. Et que quand ils ne peuvent pas se reproduire sous la forme sexuée, les levures deviennent asexuées. Et le mari dit, au fond, je préfère terminer ma vie seule, asexuée, entre guillemets. Finalement, on est moins malheureux quand on est asexué. Parce que la sexuation, le fait d'être en couple hétérosexuel, c'est trop douloureux. Autant terminer ma vie seule. Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est que, qui est reconnu d'ailleurs dans le monde chrétien depuis longtemps, cette idée que le différent sexuel, ça existe. C'est-à-dire que c'est aussi une souffrance d'être en couple. Ça peut être une bénédiction, mais c'est aussi une souffrance. Adam et Ève, ça commence très tôt, leur différent. Donc, de reconnaître qu'il y a un différent, mais c'est comme si aujourd'hui, la question du différent n'était pas comblée ou pas contrebalancée par ce regard sur la créativité possible et ce qu'apportait le couple d'une manière au contraire très heureuse. Et donc tout ce tissage, qu'est-ce qui fait de la vie de couple et qui n'est pas seulement une question de goût, d'opinion, de plaisir à être ensemble, mais qui est beaucoup plus complexe, et j'allais dire, je lâche le mot, beaucoup plus personnalisant que beaucoup d'autres relations. Il y a quelque chose, alors j'en viens au versant plus positif, là je me suis beaucoup appesanti sur les choses douloureuses, mais qui sont des choses contemporaines, de dire, au fond, qu'est-ce qui fait que les gens sont en couple? C'est qu'au fond, il y a dans la vie de couple quelque chose où à la fois on se reconnaît soi-même comme existant dans le regard d'un autre, mais aussi comme singulier, et qu'on reconnaît l'autre aussi dans sa singularité. C'est une matrice, entre guillemets, très singularisante de la personne, le couple. Et peut-être qu'il n'existe pas beaucoup de lieux dans la vie sociale, dans la vie relationnelle, même avec des amis, qui soient aussi singularisants que la vie de couple. Personnalisant, pourrait-on dire, si on prend un mot un peu plus qui fait encore plus référence à la profondeur de la personne, le plus personnalisant que la vie de couple. Alors je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Denis de Rougemont. Alors c'est un philosophe qui, au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, a fait un livre très intéressant sur l'histoire de l'amour en Occident.
un philosophe qui était de culture chrétienne, je pense qu'il était chrétien, et qui disait, au fond, il y a dans l'histoire de l'Occident, depuis très longtemps, hein, une mystique de la vie de couple qui n'existe pas ailleurs, hein, qu'on ne trouve pas dans d'autres civilisations. Alors, pensez à Tristan et Iseult, etc. Mais alors, et qui, cette mystique de la vie de couple est très ancienne et est infiltrée de connotations négatives, dit-il. Il y a du positif et il y a du négatif. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit au fond, regardez Tristan et Iseult, hein, c'est un couple d'une part qui n'est pas un couple légitime, puisque Iseult est déjà marié, je crois, autant que je me souvienne. Mais ils sont très amoureux. Et il dit au fond, cette idée d'un couple qui ne peut se réaliser que dans l'union et qui en même temps ne peut se retrouver que dans la mort. Ça, toute la littérature occidentale connaît ça depuis des siècles. Il dit au fond, c'est un truc très ancien et lui-même il l'identifie en disant ça date du manichéisme, dit-il. C'est assez intéressant. Donc une hérésie des premiers siècles où au fond il y avait un monde de la lumière et un monde des ténèbres et dans lequel l'idée, le sujet, notre monde est en proie aux ténèbres et on ne peut se réaliser complètement qu'au-delà de ce monde. Et Denis de Rougemont disait, dans cette mystique de la vie de couple qui est très présente même avant le christianisme, hein, ou en dehors du christianisme, ou malgré ou avec le christianisme, c'est une mystique au fond où à la fois le couple est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'irréalisable. On le voit bien d'ailleurs dans les fictions télévisées, dans un certain nombre de films. Alors je crois c'est encore très présent aujourd'hui, cette idée-là. À la fois ce désir de mystique, hein, de trouver l'âme sœur, hein, comme on dit, et puis en même temps le sentiment que ça ne peut pas marcher, ou ça, voilà, pour certains en tout cas, ça ne peut pas marcher. Alors il disait, lui, oui, il y a ça, mais il y a eu aussi le christianisme, disait-il, qui a ajouté autre chose, qui a ajouté le fait que ce côté négatif, en tout cas, peut être surmonté par quelque chose de très personnalisant. Qu'est-ce qui fait les couples durs, disait Rougemont? C'est le fait justement que c'est très personnalisant. Il disait qu'au fond, il se passe quelque chose dans le couple qui fait que les personnes se réalisent malgré toutes les difficultés, malgré ce qui peut sembler impossible parfois, qui peut être souffrance, et qui fait qu'il y a une dimension de singularité, probablement alors une vie en partie impossible, hein, de couple, et en même temps où les personnes se réalisent complètement. Ça rejoint au fond ce que disent les gens qui font de la psychologie évolutionniste, hein, alors ça vaut ce que ça vaut, mais souvent, quand les gens étudient la monogamie, beaucoup de gens disent, au fond, la monogamie, si on s'en tient à un strict plan évolutionniste, c'est impossible. Normalement, chez les mammifères, les mâles ont intérêt à disperser leurs gamètes, donc à être polygames. Donc d'être dans... Et les femelles, au contraire, sont plutôt monogames, ce qui pose évidemment un certain nombre de questions. Hein. Et donc les gens qui travaillent l'évolutionnisme disent, au fond, la monogamie, c'est quelque chose qui n'est pas seulement explicable en termes évolutionnistes, au sens strict de l'évolution de la théorie darwinienne. Et donc la plupart des gens disent, au fond, la monogamie, c'est particulier. La monogamie, c'est une décision, entre guillemets. C'est une décision qui ne va pas dans un sens, je dirais, qui va habituellement. La plupart des mammifères ne sont pas monogames, par exemple. Il y a certains oiseaux qui sont monogames, hein, mais la plupart des mammifères, les bonobos ou les chimpanzés, qui sont les singes les plus proches de l'homme, ils ne sont pas du tout monogames. Hein. Les enfants sont élevés par les femelles, en groupe, et les mâles, ils sont quelque part autour, dispersés, mais ils ne sont pas monogames. Donc, ce qui est intéressant, au fond, dans cette idée-là, c'est de dire que la monogamie, c'est une spécificité humaine, en tout cas dans les mammifères, qui fait qu'au fond, il y a quelque chose d'une décision qui n'a pas à voir avec ce qu'on peut imaginer dans la théorie de l'évolution, et qui tient, à mon sens, alors donc quelque chose de très particulier, hein, qui tient, à mon sens, à cette idée de la particularité personnalisante de la vie de couple. Hein. Alors évidemment, des anthropologues disent aussi, oui, mais la monogamie dans le monde humain, ça tient aussi au fait que le monde humain, c'est les seuls primates, les humains, qui ont compris que le père est vraiment père, qui ont saisi cognitivement la paternité.
il est probable que les chimpanzés ne se rendent pas compte qu'ils sont pères, hein, et que chez les humains, c'est le cas. Mais de dire, au fond, qu'il y a aussi cette dimension extrêmement personnalisante qui fait que les couples humains sont monogames, hein, et qu'il y a quelque chose dans la vie de couple qui déborde la question de ne pas être seul, qui déborde la question d'avoir des enfants ensemble. Hein, et d'ailleurs, dans la Bible, quand on regarde la Genèse, la première question, ce n'est pas la question de la procréation qui est mise en jeu, mais c'est la question du couple, hein, hein, qui est le fait d'un vis-à-vis, hein, très personnalisant, hein, et de la manière dont chacun peut commencer à exister, hein, d'une manière très complexe, et sûrement pas dans la première année ou dans les 2 premières années, hein, mais peut se mettre en place en face de l'autre, dans une reconnaissance de l'autre et dans un approfondissement de soi qui se déploie progressivement et qui peut se déployer sur de nombreuses années. Chez les plus jeunes, alors ça c'est la longueur du temps du couple. Chez les plus jeunes, on le sent bien aussi chez ceux qui n'ont pas été encore en couple. Hein, un jeune adulte qui a eu quelques amourettes ou quelques relations, qui n'est pas encore en couple, que ce soit un couple sous le même toit ou non, on voit bien qu'il y a une attente du couple. Hein, souvent, pas toujours, mais souvent, une attente anxieuse en disant est-ce que je pourrais me faire aimer? Est-ce que je peux rester avec quelqu'un aussi? Est-ce que je suis capable de demeurer en face de quelqu'un? Parce que quand c'est très personnalisant, il faut être capable de demeurer en face de quelqu'un. Alors aujourd'hui, auparavant, on ne se posait pas la question. Les structures du mariage étaient tellement solides et tellement portées par la société que les gens ils restaient ensemble parce qu'il fallait rester ensemble. Maintenant, les gens se posent la question, est-ce que je suis capable d'être avec quelqu'un et de pouvoir organiser? Mais alors, chez les plus jeunes, d'une manière plus importante encore, il y a cette idée de la sortie de soi. C'est-à-dire de dire, au fond, si j'arrive à être en couple, si j'arrive à rencontrer quelqu'un et à être dans une vraie relation, ça veut dire que je pourrais sortir de moi-même. C'est tragique comme idée, hein, de dire peut-être que je ne pourrais pas sortir de moi-même. C'est des choses qui ne sont jamais mises en valeur, mais qui me paraissent de plus en plus évidentes quand j'entends des jeunes gens dire, au fond, est-ce que je vais rester coincé dans ma manière d'être, dans mon petit monde étroit? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui me sortira de moi-même, hein? Alors, un très bel exemple que je cite souvent, c'est l'exemple dans Proust. Hein, vous avez la rencontre de Swann avec Odette. Hein. Alors, Proust décrit très bien le sentiment amoureux. Alors, c'est complexe chez Proust parce que c'est Swann et Odette, mais en fait, c'est pas un couple hétérosexuel qui est le modèle premier, mais il montre bien comment Swann, c'est un type. Alors, c'est pas un jeune, c'est le contraire. C'est un type de 40-45 ans. Alors, à l'époque, c'était un vieux. Qui a tout vu en amour, qui a tout connu et qui est très blasé et qui en fait est incapable de sortir de lui-même. Et le fait de rencontrer Odette, ça le sort de lui-même. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, alors comme c'est un mondain, il retombe après, mais il a le sentiment, alors il y a de très belles pages comme ça, où on voit bien comment Swann s'éveille à quelque chose, de dire, oui, je pourrais sortir de mon espèce de monde très formaté, de monde au fond où rien n'a de valeur d'une certaine manière, où rien n'a de valeur, où tout est égal, et au fond où je suis capable de séduire mais sans y mettre vraiment de moi-même. Donc une espèce de sortie de soi, alors là, chez un vieux séducteur, mais la même question se pose, alors une question plus fraîche, hein, disons, chez des jeunes gens, dire là, ce désir de sortir de soi, alors parfois évidemment un désir un peu magique, hein, parce qu'on ne sort pas de soi comme ça, on ne s'ouvre pas à l'autre comme ça. Enfin, il y a tout un travail pour s'ouvrir sur l'autre, pour sortir un petit peu de problématiques qui sont très personnelles, etc. Donc, je crois que ce désir de trouver un alter ego, un autre soi, qui m'initie au monde, hein, qui m'ouvre à la vie sociale, c'est quelque chose de très important, qui est parfois très, vous l'avez dit, très illusoire aussi, parce que les personnes ne perçoivent pas toujours ce qu'il en est. Mais c'est vraiment cette question de sortir de la clôture de soi qui est importante. Hein. Alors, ça ne peut que la première manière de briser la carapace. C'est parfois très difficile chez des jeunes aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important. Au fond, il y a 3 phases qui sont nommées par certains psychanalystes, hein,
Alors moi j'aime bien, c'est un collègue que j'aime bien qui s'appelle Alberto Heger, hein, qui est psychanalyste de la famille, qui dit dans la relation de couple, il y a trois manières, trois stades ou trois manières de voir l'autre. Moi je dirais on pourrait dire que c'est un stade, c'est des stades. Hein. On peut imaginer une évolution, mais comme dans toute vie, les évolutions parfois elles retombent. Enfin les stades sont jamais linéaires, pas jamais toujours linéaires. Un stade au fond autrui indifférencié. Qu'est-ce que ça veut dire autrui indifférencié? Ça veut dire que l'autre, c'est moi. Alors parfois, dans des couples, des jeunes couples très amoureux, il y a un peu cette idée-là, où dans la manière dont j'imagine la vie amoureuse avant même d'être amoureux, parfois il y a cette idée-là. La personne que je vais rencontrer, elle va me comprendre parfaitement, tout le temps, constamment, et j'aurai plus tellement à m'expliquer. J'aurai même pas à dire ce que je ressens, puisqu'elle me comprendra ou il me comprendra. Hein. Autrui indifférencié. Un autre stade, alors ça c'est un terme psychanalytique, autrui-objet. Ça veut dire quoi autrui-objet? Ça veut dire, alors l'objet en psychanalyse, c'est l'autre reconnu comme tel, extérieur à moi-même. C'est pas un objet au sens, il est l'objet de mon désir, hein. Je le reconnais comme extérieur à moi-même et il n'est pas égal à moi. Donc ça c'est un deuxième stade, c'est je reconnais que mon conjoint, que ma femme, mon mari, voilà, il y a des choses qui n'iront pas dans le sens de ce que je souhaite. Il faut que je me fasse à cette différence qui, à certains égards, est irréductible. Il y a un espace de négociation, voilà. On ne peut pas. Alors, ça a l'air d'être une étape évidente et facile, mais pour vous, elle n'est pas facile, même au bout de 50 ans de mariage. C'est-à-dire, moi, je le dis souvent aux gens, je leur dis, quand on comprend qu'on ne changera pas son conjoint, eh ben, on a fait une bonne étape. Le sortir du désir de changer son conjoint, si on est arrivé là, c'est déjà pas mal. Le nombre de gens qui veulent changer leur conjoint, c'est quelque chose. Et je pense que c'est illusoire dans la plupart des cas. À la marge, certes, on peut changer son conjoint, on peut lui demander de faire attention à un certain nombre de choses. Mais profondément, hein, si vous avez un mari qui ne parle pas trop et vous voulez qu'il devienne un grand communicant, ça ne fonctionnera pas. Même s'il fait plein de stages pour devenir un grand communicant. Je donne un exemple parce que j'entends souvent des femmes cette idée-là, oui, mon mari ne partage pas, voilà. Donc il ne dit pas ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, voilà. Donc c'est déjà ça. Donc autrui-objet, c'est dire reconnaître que l'autre, voilà, je suis amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, mais on n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil, et c'est en tant qu'il est différent ou qu'elle est différente que je suis attaché à lui ou à elle. Et puis, Alberto Heger donne... Alors ça, c'est déjà pas mal. Hein. Je le témoigne. Déjà, c'est pas mal si moi j'arrive... Voilà. Et un dernier stade, mais alors qui est très ponctuel, mais qui me paraît extrêmement important, c'est autrui-sujet. Ça veut dire quoi, autrui-sujet pour Alberto Heger? Mais je ne sais pas comment dire les choses. C'est-à-dire, autrui-objet, bon, je reconnais qu'il est différent. Voilà, et puis qu'il y a des choses que je ne comprendrai pas. Et autrui-sujet, c'est... Quelque part, il y a quelque chose d'irréductible en lui ou en elle. Quelque chose de l'ordre d'une énigme. Mon conjoint, c'est un sujet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, ou une personne, pour dire dans le vocabulaire philosophique chrétien. C'est quelqu'un dont je n'arriverai même pas à donner le contour d'une certaine manière. Et qui me surprendra. Ce n'est pas seulement l'objet différent qui est quelque part dans un coin du salon, si je puis dire, mais c'est quelqu'un qui me surprendra, en bien comme en mal. Hein, une épreuve, un deuil. Qui sait à l'avance comment va réagir son conjoint? Une épreuve. Alors parfois, effectivement, vous avez un conjoint très dépressif, vous savez un petit peu que... Mais pas toujours. Hein. Des gens qui se sentent assez fragiles et qui sont assez étonnants dans ces situations d'épreuve. Il y a toute une sorte de série de questions qui se posent dans la vie de couple sur le fond, sur cette question au fond de ce côté imprédictible, non complètement prédictible, en tout cas incernable. Et je dirais c'est ce que j'appelle la dimension éthique de la vie de couple. Alors pas au sens où on se prend la tête avec l'éthique, mais au sens où ça nous apprend quelque chose de la vie avec l'autre. En général, et pas seulement le conjoint, ce qui se passe là, cette dimension non complètement pensable même de la relation avec l'autre.
Donc, je pense que c'est un peu ce passage à ce que j'appelle la question éthique, et je veux dire, dans le réel de la vie de couple, que se déploie, au fond, ce tissage dont j'ai parlé tout à l'heure, d'une dimension, mais alors à mon avis, elle vient rarement tout de suite, sauf que les gens qui sont remarquables, ou qui sont des saints, ou qui ont des qualités particulières, d'accéder à cette dimension où on perçoit cette singularité. Alors moi, mon expérience personnelle en tant que mari, c'est mon expérience personnelle, mais c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que c'est plus qu'une acceptation. C'est au fond, on perçoit combien, comme si vous savez, les écailles sur les yeux s'en allaient, qu'on percevait mieux quelque chose de différent et d'énigmatique. C'est ce que le philosophe juif Martin Buber appelait la relation je-tu, qui sort de la relation je-cela. C'est la base d'une vraie rencontre. Et je pense que la vraie rencontre, bien sûr qu'on peut la vivre ponctuellement quand on est très amoureux, quand on est une relation amoureuse débutante, au début d'un mariage, etc. Mais là, ce type de relation-là, souvent, elle ne se met en place qu'après un long tissage et un passage par un certain nombre d'épreuves. Et par ce qui se joue dans le réel, et ce qui s'est joué aussi dans la réalité très concrète, d'opposition aussi objective, d'opposition, de tension, de questions, de moments du quotidien où le point de vue des protagonistes ne coïncide pas ou ne coïncide pas complètement. Après même un temps de désillusion, parce que passer de l'autre indifférencié à l'autre objet, c'est au fond traverser une désillusion. J'accepte la désillusion que l'autre il n'est pas pareil que moi et que je n'obtiendrai pas tout ce que je veux de lui ou d'elle. Et je pense que quand on est même dans les meilleurs sentiments vis-à-vis d'un conjoint, on a quand même cette désillusion à traverser, de dire bon, je obtiendrai tout. Mais la seconde étape, c'est pas voilà, j'accepte, je suis résigné. C'est je peux créer avec lui ou avec elle. Je peux mettre en place des choses qui sont de l'ordre de la créativité. Alors c'est pas de la créativité au sens d'un artiste qui fait des choses merveilleuses, voilà, mais c'est pouvoir vivre des choses nouvelles, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre d'une épreuve ou d'un nouveau moment de la vie. On est bien obligé, dans des nouveaux moments de la vie, de vivre autrement, parce que les enfants sont plus là, par exemple. Et c'est pas nous qui le décidons, mais c'est à inventer le fait de vivre autrement à ce moment-là. Il n'y a pas de recette, bien sûr. Il y a des conseils qu'on peut donner, qui sont des conseils de bon sens, mais après, les personnes ont inventé en fonction de leur manière d'être et leur équation personnelle. Alors je crois que, et ça c'est des choses que les gens ont du mal à vivre. Je dis souvent aux gens, je leur dis, mais vous savez, le temps est votre meilleur allié. On a toujours tendance à penser que le temps c'est l'usure. Alors, c'est vrai que ça use le temps. C'est vrai qu'on est fatigué quand on a 60 ans, on est plus fatigué que quand on a 30 ans. Mais dans un certain nombre de cas, c'est aussi un allié, le temps. Je pense que les contradictions, il y a toujours des contradictions dans un couple, mais les contradictions, ce que je dis souvent, je dis au fond, les contradictions du couple ne se résolvent pas dans l'espace. Le pape François utilise souvent la métaphore du temps. Il dit au fond, le temps c'est important. Il le dit bien dans Amoris Laetitia, l'importance du temps. Mais elle se résolve dans le temps. C'est le temps qui donne la respiration pour que... C'est ce que je dis souvent aux gens aussi dans notre registre que la vie de couple, mais c'est vrai aussi pour la vie de couple. Je leur dis, vous savez, vous posez la question comme ça maintenant, mais vous la poserez autrement dans 10 ans. Vous posez une question qui est insoluble aujourd'hui, mais peut-être simplement vous ne posez pas la bonne question. Alors ceci dit, on ne sait pas toujours quelle question il faut poser. Dire, oui, mon conjoint ne m'écoute pas, mon conjoint... Alors, c'est une vraie souffrance quand on le dit, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on invente, mais on a une manière de poser la question qui n'a pas de solution dans les médias, parce que ça ne correspond pas au réel de ce qu'on vit. Et puis parce qu'on n'a pas accès à toute la réalité de ce qu'on pense maîtriser. Et l'accès à toute la réalité, en tout cas une petite partie de la réalité, se fait aussi dans le temps.
moi, je le vois bien pour ma propre vie, je le vois souvent dans la vie des gens que j'accompagne, combien on pense souvent avoir, avoir une image de la manière dont se passe le conflit. En fait, on a une image très déformée. Et que ce rapport à la vérité du couple, il ne peut se voir qu'avec un certain recul et dans le temps. Notamment, par exemple, l'influence des familles d'origine. On a une grande influence des familles d'origine sur les couples. Plus qu'on ne le croit, même dans une époque où on a l'impression d'être très libéré, des familles d'origine, des beaux-pères, des belles-mères, tout ça. Mais quand on a 30 ans, c'est pas la même. Quand on a 20 ans de plus, quand les familles, quand les grands-parents, quand les parents sont morts, par exemple, la question se pose différemment. On s'aperçoit combien il y a pu y avoir des influences, des questions qui se posaient autrement, peut-être une manière d'attendre de son conjoint qui était au fond des attentes qui ne venaient pas de nous. Enfin, toute cette vision plus complète, peut-être d'une certaine manière, elle vient aussi avec le tissage du temps. Mais il faut le tolérer. On est dans un monde où, effectivement, où la temporalité est mal acceptée. On veut des résultats tout de suite. Je le dis aussi souvent vis-à-vis des enfants. Je dis aux gens, écoutez, peut-être vous êtes des mauvais parents. En tout cas, vous avez ce sentiment-là, où vos enfants, votre fils ado ou votre fille ado vous renvoie le fait que vous êtes des mauvais parents. Peut-être aussi vous plantez en ce moment des choses qui seront fructueuses, mais peut-être vous serez mort quand ça portera du fruit. Alors je ne dis pas qu'il faut non plus, du coup, se résigner et rien faire. Mais quand on a un ado qui ne va pas très bien, on a envie d'avoir un retour sur investissement tout de suite. Pas toujours, c'est parfois 10 ans après qu'on commence à percevoir autre chose et qu'on se dit, tiens, là, j'ai eu raison de tenir le cap de telle manière. D'abord, on n'a pas toujours, effectivement, on n'est pas sûr. Alors, d'où parfois les tentations, effectivement, de dire, non, la vérité, elle est là. Alors, bien sûr, il y a des éléments de morale, de bon sens qui nous permettent d'avoir des caps. Bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi et on a des caps pour poser une action. On pense aux enfants ou des situations de tension de couple. Mais aussi, après, il faut tolérer que le temps nous donne un certain nombre de réponses que nous n'avons pas tout de suite. Donc ça suppose d'être fidèle à une orientation qu'on a prise, d'accepter de ne pas tout voir d'un coup, d'accepter que la vérité est binoculaire. Ce que je dis, la vérité binoculaire, en tout cas la vérité d'un couple. Il y a des vérités qui sont plus vérifiables, mais c'est très rare. Quand quelqu'un me dit « j'ai ma vérité sur le couple », c'est moi qui, en général, je dis, vous savez, la vérité dans un couple, en général, c'est 50-50. C'est rare qu'il y en a qui pensent que être complètement la victime et l'autre le méchant, ça arrive, bien sûr. Il y a des situations comme ça, mais souvent, quand le nombre de gens qui me disent « Ah oui, mon conjoint est un pervers narcissique », moi, je veux bien. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple qu'il y ait dans un camp celui qui pose problème et puis dans le... Vous voyez, arriver à avoir une vision un peu plus complexe du couple, évidemment, c'est des questions vivantes qui existent, mais qui se tissent et se posent à travers le temps. Alors c'est vrai qu'avec le temps, on est moins dans l'attente de réponses fortes, sauf si on vieillit mal. Alors on est tous concernés par ça. Alors, un couple qui vieillit mal, ça peut être à 40 ans, parce qu'à 40 ans, vous pouvez avoir 20 ans de couple. Mais sauf si on s'installe dans l'amertume, on s'installe dans la revendication, on s'installe dans une position, alors qui est parfois justifiée, mais pas toujours. Pas toujours. C'est ce que disait Gregory Bateson, je vous cite, c'est un penseur américain qui disait, alors qu'il est un penseur de la vie familiale, il disait, la vérité familiale est toujours, en tout cas du couple, toujours binoculaire. Avec deux yeux. On voit la vérité avec deux yeux, pas celle-là avec un seul œil. Voilà. Alors, pour terminer, parce que là, on arrive au bout, terminer au fond, tout ce tissage, cette capacité à percevoir différemment les choses, de pouvoir les faire jouer autrement, d'avoir une certaine créativité dans la vie de tous les jours, de prendre plus de recul, je dirais au fond d'avoir une certaine forme de jeu aussi, JEU. C'est quelque chose qu'on est... Au fond, souvent, les jeunes couples sont très sérieux, d'une certaine, pas toujours, mais il y a
une attente forte, un désir que les choses soient comme elles sont, voilà, et d'avoir un programme aussi souvent qui est en place. Euh, une des sagesses ou une des bonheurs des couples qui se tissent avec le temps, c'est justement cette capacité à pouvoir jouer, mais jouer au bon sens du terme. Vous savez, le jeu, c'est une approche réglée. C'est comme une répétition générale de la vie, le jeu. Il y a des jeux très sérieux. On parle des serious games dans l'université. C'est des jeux très sérieux. Dans le jeu, il y a cette manière de pouvoir se dire l'un à l'autre quelque chose d'autre que qu'on se dit habituellement, en faisant ce que certains disent, ce que certains psy appellent en métacommuniquant, c'est-à-dire en disant oui, métacommuniquant, c'est-à-dire sortir un peu de la communication telle qu'elle est. Dire, ben oui, je sais bien que mon point de vue, il est parfois crispé, mais je peux essayer de me mettre au-dessus pour regarder un peu mon point de vue et le tien, et percevoir que, bon, il y a deux points de vue qui peuvent s'entendre, que, évidemment, le conjoint est prévisible, il est souvent prévisible. Et ça peut être un jeu, mais peut-être un mauvais jeu aussi, de pouvoir prévoir ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. Mais en même temps, cette capacité à jouer, c'est une capacité aussi à être surpris. Alors ça correspond à la phase éthique de la vie de couple, qui est une phase, au fond, où on peut accepter d'être surpris par l'autre. Et ça va plus loin que autrui-objet, quand on va vers autrui-CG, c'est que, au fond, autrui-objet, j'accepte qu'il est différent. Là, j'accepte que la réalité de l'autre peut me transformer, ou la réalité de mon couple peut me transformer. C'est pas seulement accepter qu'il est différent, mais c'est accepter, voilà, que je peux être transformé parce que je vis ou ce que je perçois de l'autre. Alors parfois, ça me fragilise, parce que quand je vois que mon conjoint vit mal une épreuve, c'est pas forcément quelque chose qui est facile, mais ça a aussi une capacité transformatrice, même je dirais au niveau spirituel. Ces lieux-là sont des lieux d'ouverture à quelque chose, une possibilité de regarder autrement, dans le cadre de la vie spirituelle, peut-être de s'ouvrir à Dieu. J'aime bien cette idée c'est dans Platon, dans le mythe d'Éros de Platon, dans le banquet. Il dit Éros, c'est le fils de Poros et de Pénia. Et Pénia, c'est la pauvreté. Poros, c'est le dieu des passages, des fleuves, etc. Et Pénia, c'est la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pauvreté. Alors évidemment, Éros, on ne va pas rentrer dans les débats sur Éros et Agapé, mais dit au fond, il y a quelque chose, voilà, c'est un enfant qui va pieds nus et qui couche à la belle étoile, dit-on dans le banquet. C'est ce que dit Platon, il va pieds nus, il couche à la belle étoile, et il fait ménage avec l'indigence. Alors je trouve que c'est une belle image, c'est-à-dire que voilà, il y a le lieu du couple, c'est un lieu où on se met à nu, alors au sens réel, mais aussi au sens figuré. C'est un lieu assez rare, parce que dans le milieu professionnel, bien heureusement, ça n'existe pas. Même dans la vie amicale, on n'est pas aussi. C'est pour ça que c'est une vie. Ça peut être douloureux, la vie de couple. C'est parce que la vie de couple, c'est peut-être le lieu où on peut se dévoiler le plus. Et quand le conjoint s'en sert d'ailleurs dans le cadre d'une dispute, de ce qu'on a pu dire, de ce qu'on a pu dire de soi-même, qu'on ne dit pas probablement pas à beaucoup d'autres, ou jamais à d'autres, c'est là qu'on peut être vulnérable aussi, qu'on peut être attaqué, qu'on peut être... Voilà, donc il y a un certain respect, mais je pense qu'un respect à avoir de la vulnérabilité de l'autre quand il a voulu la dévoiler, ne pas s'en servir, de pas la... Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, effectivement, dans cette indigence, dans cette vulnérabilité, c'est qu'on accède, à travers la relation de couple, la relation conjugale en particulier, à quelque chose d'une capacité à être en vérité dans une forme de nudité devant l'autre et d'être accueilli dans cette nudité-là, mais pas forcément dans une nudité toujours souffrante, ça peut être aussi une vérité aussi de soi, qui permet vraiment de se reconnaître, de reconnaître l'autre, de s'accepter et d'avancer ensemble sur le chemin de la vie. Alors évidemment, c'est un chemin qui est complexe. C'est une dynamique de la reconnaissance.
Hein. Mais la reconnaissance, reconnaître l'autre, mais on peut aller de la reconnaissance à la connaissance, connaître, et puis même à se laisser transformer par l'autre. Hein. Je pense qu'on peut se laisser transformer par l'autre, je crois vraiment que, ça je le vois aussi, alors en bien comme en mal, hein, parfois il y a des couples sardoniques, hein, ça peut arriver, hein, mais il y a aussi cette possibilité, hein, de devenir différent grâce à la vie de couple. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est qu'aujourd'hui, souvent, il y a une présentation très négative du quotidien. Alors, à la fois dans la vie de couple, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut pimenter le quotidien. Il faut le donner constamment du nouveau au quotidien. Si vous pimentez pas le quotidien, votre couple va s'effondrer. Mais même dans le travail, on tolère peu d'avoir des tâches trop répétitives. Il faut toujours qu'on soit... Mais je crois aussi, et je pense que ça me paraît très important, et puis je vais m'arrêter là, je pense aussi que, très paradoxalement, c'est aussi dans les habitudes. Alors c'est un mot qui est honni aujourd'hui, les habitudes. Hein, c'est dans ce qu'on vit au quotidien, toujours la même chose, avec les horaires de chacun, la manière dont on se retrouve à telle heure, etc., qu'on peut... Je pense qu'on a trop tendance à dire il faut inventer en donnant de nouvelles habitudes, de nouveaux lieux, de nouveaux temps, changer, casser la routine. Je crois que dans la routine, pour peu qu'elle soit habitée différemment, hein, il y a des ressources, il y a un trésor dans la routine, hein, dans le fait d'être dans ces heures qui reviennent toujours les mêmes. On le voit parfois d'ailleurs dans certains couples. Alors ça peut être angoissant parce qu'on est dans le siècle qui est un siècle où, au fond, il faut toujours inventer, et où le risque, c'est de faire semblant d'inventer, simplement en changeant les heures, ou en changeant les activités, ou en changeant les lieux, mais on n'invente pas vraiment. Moi, je pense qu'on peut inventer dans la routine, hein, et que c'est dans des choses qui reviennent comme ça, dans des répétitions, hein, qu'il peut y avoir aussi une grande inventivité. Pensez-vous qu'il y aurait des conditions éducatives, familiales, sociétales qui prépareraient les jeunes à se situer en vis-à-vis, à sortir de soi? Et dans cette capacité, y a-t-il des différences hommes-femmes? Alors, je pense qu'effectivement, il y a des conditions. Heureusement, il n'y a pas de destin non plus. Hein. Mais certaines conditions, on sent bien que certaines conditions sont pas à sortir de soi. Après, c'est difficile à définir qu'est-ce qui fait qu'un jeune ou un moins jeune peut sortir de sa manière de voir. Parce qu'on peut se marier à 30 ans, 40 ans et avoir le même type de questions, hein, de s'ouvrir réellement à la rencontre, etc. Évidemment, l'exemple du couple des parents peut jouer, bien sûr. Pas toujours, mais évidemment, ça joue. Une forme d'individualisme, sans parler du couple des parents, une forme d'individualisme, de manière le jeune et le moins jeune a été très, dans sa famille, très renforcé dans cette espèce de vision très volontariste de soi-même et de la relation de couple, ça joue. Enfin, donc toutes ces questions éducatives, bien sûr, ça joue. Mais je dirais aussi, alors après, c'est tout le mystère des transmissions familiales. Hein, je veux dire, dans les familles, même les frères et sœurs sont différents. Hein, voilà. Il y a des jeunes ou des moins jeunes qui ont été très narcissisés, voire trop narcissisés. Et après, pour sortir, il peut y en avoir un dans la fratrie, comme ça. Vous voyez, donc ça, c'est l'histoire de chacun, mais une histoire de chacun qui n'est jamais un destin. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que la rencontre peut justement aider à sortir de soi. Alors, les gens qui ont beaucoup étudié la résilience disent beaucoup que la rencontre avec un bon conjoint, ça compte beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on rencontre un bon conjoint? C'est très mystérieux. Hein, quelque part, on s'ouvre à la rencontre. Je dis un bon qui,
voilà, qui est un conjoint qui nous... Je dis pas qu'on... Alors je disais tout à l'heure, on ne peut pas changer son conjoint, mais en même temps, il y a des conjoints qui vous poussent à aller de l'avant et puis d'autres qui ne vous poussent pas à aller de l'avant. Alors là, c'est pas forcément vous changer, mais vous aider à aller... C'est vrai qu'on voit qu'il y a cette rencontre. Hein, on peut avoir la chance ou la providence de rencontrer un conjoint avec qui, là, il se passe quelque chose qui vous aide à sortir de vous-même. Parce que ce conjoint... voilà, ne rentre pas nécessairement dans ce que vous souhaitez, attendez tout de suite, tout en étant très proche. Enfin, il y a dans la rencontre quelque chose qui se joue, qui vous aide. Hein. Là, ça, c'est sûr. Et ça, c'est une question de chance ou de providence. Voilà. Et puis la vie permet aussi, quand on a eu un ou deux échecs, les échecs, c'est parfois utile. Les premiers échecs amoureux, c'est très douloureux, mais on y apprend quelque chose. Quand on commence une psychothérapie parce qu'il y en a eu un échec amoureux, souvent le but implicite de la personne, c'est de ne pas retomber dans un échec, un autre échec. Mais pourquoi j'ai annulé mon mariage un mois avant, qui s'est passé en moi, etc. Bon. Donc ça arrive, hein, ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est courant, mais ça peut arriver. Voilà, donc la vie elle-même aide à sortir peu à peu de soi. Effectivement, les conditions familiales. Alors, est-ce qu'il y a une différence homme-femme? Je pense qu'il y a des hommes ou des femmes, il y a des hommes très narcissiques et des femmes très narcissiques. Hein. Je ne pense pas que ce soit une spécificité masculine ou féminine. Mais disons que les modalités de difficulté à sortir de soi ne sont pas les mêmes. Souvent, pas toujours, mais pas les mêmes. Vous avez beaucoup d'hommes qui ont du mal, qui ont très peur de s'engager, des jeunes hommes qui s'enfuient un peu, qui mettent du temps avant d'accepter de rentrer dans une vie de couple. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit relativement souvent. Hein. Une sorte d'incertitude intérieure. Alors, c'est pas forcément de l'égoïsme, mais c'est aussi une incertitude intérieure. Là qu'on peut voir aussi dans la vie professionnelle, hein, parfois, difficulté à choisir des études ou un travail, etc. Alors, chez les femmes, ça peut arriver aussi que ce soit presque le contraire. C'est-à-dire qu'un tel désir qu'il faut que le conjoint puisse exister, quoi. Si on a un programme qui est déjà établi complètement, voilà. Il y a un beau film de Romer, qui est un film ancien. Vous ne connaissez pas Eric Romer, peut-être si, une partie d'entre vous. Il s'appelle Le Beau Mariage. C'est un joli film. C'est-à-dire, c'est une jeune femme qui décide de se marier. Mais elle décide de se marier de manière tellement volontariste que les hommes en face d'elle s'enfuient tous, quoi. Parce qu'elle dit, un jour, elle décide, je vais me marier, et puis, il faut qu'elle trouve le conjoint. Donc, il faut que ça rentre tout à fait dans son programme. Alors, c'est parfois des choses qu'on peut voir chez des jeunes femmes. Hein, ce côté, voilà, je veux un enfant, il faut que je trouve un conjoint. Bah, évidemment, ça, je vois rarement un homme qui me dit ça, qui me dit je veux un enfant, il faut que je trouve le conjoint, la compagne. Alors, évidemment, c'est presque le contraire chez les hommes. Hein, mais vous voyez, c'est pas la même attitude. Chez les hommes, c'est souvent, ah oui, j'ai cette compagne-là, je suis amoureux d'elle, j'aurais envie d'avoir un enfant avec elle. Et c'est pas le même. Il arrive assez souvent que les jeunes femmes aient d'abord le désir d'enfant et ensuite cherchent l'homme, le géniteur, quoi. Donc, alors j'exagère, mais vous voyez, là aussi, c'est pas une manière de s'ouvrir à l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas changer. Ça veut dire que, évidemment, le désir d'enfant pour les femmes, notamment quand on approche de la quarantaine, c'est une question qui se pose pas de la même manière que pour les hommes, évidemment. Pour des raisons évidentes. Mais en même temps, on peut évidemment être tenaillé par ça, puis se dire non, j'exagère, il faut quand même que je d'abord tomber amoureuse avant de. Voilà, c'est pas seulement trouver quelqu'un pour avoir un enfant. Donc ça se travaille, ces choses-là, bien sûr. Les jeunes gens ou les moins jeunes hein, qui sont très pris dans leurs problématiques personnelles, de voilà, comment être aimé par qui, etc., se rendent bien compte en même temps, souvent, qui tournent en eux-mêmes, qu'ils ne sont pas tellement ouverts à la relation. Et c'est assez mystérieux d'ailleurs dans les thérapies, quand on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre parfois, alors pas seulement en thérapie, ça peut arriver dans d'autres endroits, mais enfin, on se dit, tiens, la personne est prête à rencontrer, et justement, il se trouve qu'elle rencontre quelqu'un à ce moment-là. C'est assez... Il se passe quelque chose, qu'il y a une ouverture qui se fait, on n'est pas étonné après que l'ouverture soit là. Voilà.
Voilà, donc voilà, mais il faut être courageux, surtout aujourd'hui, où souvent les gens vont sur les réseaux sociaux pour trouver un conjoint. C'est pas facile. Hein. Bon, quand on est étudiant, ça va, parce que quand on est étudiant, souvent on trouve un conjoint dans la vie étudiante. Mais les gens qui sont seuls à 40 ans, qui cherchent un conjoint, milieu professionnel, c'est pas toujours facile. C'est pas le premier lieu. Souvent, c'est sur les réseaux sociaux. Même il y a des réseaux sociaux, des sites de rencontres catho. Hein. Théotokos, par exemple, on m'en parle souvent. Mais c'est pas facile de s'exposer à ça, d'être jugé par un autre qu'on connaît pas à l'avance. C'est quand même pas s'ouvrir à l'autre. C'est pas seulement une question d'être coincé en soi, mais on est dans une société où on est très vite jugé. Où voilà, il faut être accepté. Enfin, il ne faut pas être trop fragile pour entrer dans ce processus-là. Moi, il m'arrive de pousser des personnes que je rencontre en disant mais allez sur un site de rencontre, etc. Parce qu'ils ont du mal à rencontrer. La vie parisienne, pas facile de rencontrer quelqu'un dans la vie parisienne. C'est plus facile quand on est jeune, c'est vrai. Voilà, donc il faut être accompagné parfois aussi un petit peu. Il faut trouver un site, ça peut être aussi un lieu de rencontre. Les amis aussi, parfois, vous font rencontrer des gens, mais c'est pas mal d'avoir des amis qui vous... Alors parfois, c'est bien intentionné, mais c'est pas terrible. Mais ça peut parfois être assez juste. Hein. Voilà. Alors, je continue. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui souhaitent s'engager dans un mariage chrétien pour faire durer leur couple? C'est un peu ce que j'ai donné. Alors après, il faut être naïf. Hein. C'est vrai que moi, je dirais à un jeune, soyez naïf. C'est-à-dire que le problème des jeunes, moi, quand j'avais 20 ans, j'étais naïf. Si je m'étais posé 1000 questions sur l'engagement, je ne me serais jamais marié. Si je savais tous les emmerdements que ça comporte, le fait d'avoir des enfants, je n'aurais jamais fait d'enfants. Aujourd'hui, les jeunes sont souvent très conscients des problèmes qu'il va y avoir. Ils sont très angoissés en disant ouais, mais est-ce que c'est le bon ou la bonne? Bon, je dis mais vous savez, il y a peut-être plusieurs personnes avec qui vous pourriez vous marier. Maintenant, il faut choisir. C'est pas, moi, je ne crois pas du tout au mythe platonicien de dire il y en a un ou une quelque part qui va matcher. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que voilà, il pourrait y avoir voilà, on fait des rencontres dans la vie. Je pense que c'est... Alors, si on prend un point de vue chrétien, je trouve que c'est un peu païen, cette idée de la personne avec qui on match. Moi, je ne crois pas. Il y a des choses qui... Alors, je pense qu'en revanche, il y a la personne avec qui il ne faut pas le faire. Ça, c'est sûr. Mais, vous voyez, mais voilà, après, il y a cette angoisse souvent chez les jeunes, voilà, c'est de dire, mais au fond, mais est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que la checklist, elle est vraiment remplie? Oui, mais alors celui-là, il est comme ça, mais il a ça qui manque. Moi, j'ai envie de leur dire souvent, mais allez-y, quoi. Cette espèce de manière de... Je crois que ma génération n'était pas du... Alors peut-être que du coup, on a fait plein de conneries, hein, mais on n'était pas du tout... On était beaucoup plus naïfs, vous voyez. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'y croire un peu, quoi. Donc on leur dit qu'il faut y croire, que c'est possible, etc., que c'est pensable, que... Alors il ne faut pas le faire d'une manière idiote, mais je pense qu'il faut accompagner les personnes pour que voilà, qu'il y ait aussi une partie de décision, une partie comment dire, de sentiment amoureux, une partie de décision, et puis une partie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, toute une partie qui est, ben oui, il y a du fight dans la vie de couple, il y a des conflits, ça fait partie de la vie de couple. Et je dirais ça, et même les couples, voilà. Alors c'est vrai que parfois, on est dans un monde où s'il y a un conflit qui dure, voilà, on a tendance à penser que forcément c'est pas le bon. Non, dans la vie de couple, il y a des conflits, parfois difficiles, parfois qui durent. Donc, par exemple, sur les enfants, plus qu'on ne le croit, on pense que les conflits sont souvent conjugaux. Plus qu'on ne le croit, il y a des conflits sur les enfants, sur la manière de les éduquer, sur la manière d'être avec eux, voilà. Et donc, voilà. Donc, peut-être dire au fond, le conflit, ça fait partie de la vie. Je crois que c'est très important. Ne pas se dire quand il y a des conflits que ça veut dire que, voilà. Évidemment, il ne faut pas non plus rester à tout prix quand il y a une situation infernale. Je ne dis pas de ça, mais donc il y a cette dimension-là. Voilà. Mais bon, tout ça, après, ça ne donne pas la clé. C'est vrai qu'on est dans une société qui est plus fragile, d'une certaine manière, qui a 50 ans. Et
voilà, mais aussi plus libre et où on est peut-être moins porté par le groupe pour rester ensemble, etc. Alors, pour les jeunes chrétiens, évidemment, c'est un peu plus facile, entre guillemets, parce que quand même, il y a la communauté ecclésiale qui aide, hein, qui propose des modèles, des manières d'être, qui propose aussi une manière de penser le mariage. C'est pas seulement une manière d'être, c'est de penser les choses. Alors, comment le couple peut-il conserver sa singularité avec des enfants au milieu? Très bonne question. Les deux personnes, je ne sais pas quoi, leur perception mutuelle, le couple ne perd-il pas trop sa personnalité? C'est vrai que c'est une question. Ça, c'est une vraie question. C'est pour ça que les enfants, souvent, c'est un moment difficile, enfin, qui peut séparer, parce que peut y avoir des conflits, il peut y avoir l'un des deux qui trouver l'équilibre entre le rôle parental et voilà, tous les trucs assez classiques qu'on connaît, hein, entre la vie conjugale et la vie parentale. Bon, il y a toute une série de questions qui se posent avec les enfants. Donc, la nécessité de préserver sa vie conjugale. Je crois que là, pour le coup, du coup, les jeunes, à mon avis, font beaucoup plus attention que les générations d'avant à ces questions-là, je crois. Donc, préservent un peu plus leur vie, essaient de préserver leur vie conjugale, etc. Ne pas être seulement dans cette idée parentale. Mais cette question de la personnalité évidente du couple, c'est très important, effectivement. Hein, de dire que même avec les enfants, c'est pas seulement se garder du temps en couple. Hein, voilà, c'est une qualité d'intimité qu'il faut essayer de soigner. Mais il n'y a pas de recette, évidemment, hein, pour soigner l'intimité. C'est évidemment être ensemble, mais pas seulement. Ça, une espèce d'attention à ce qui se passe chez l'autre. Là aussi, il faut être confiant dans le temps. Il faut voir un peu aussi comme vivent les autres. Voilà, il faut avoir la confiance dans le temps, effectivement. Alors, lorsqu'on n'a pas d'exemple concret, exemple parents divorcés, sur quoi peut-on se baser pour former un couple solide? Pour former un couple malgré les blessures liées à l'amour. Ah ben bien sûr, on a tous des blessures liées à l'amour. Hein, donc, bon, peut-être qu'il y a des familles qui sont moins blessées que d'autres, bien sûr. Il y a des couples, des parents séparés, c'est plus difficile. Ça, c'est connu même dans les études, hein, les grandes enquêtes américaines sur les enfants de parents divorcés ont plus de mal à avoir un couple stable. Mais bon, après, il y en a un certain nombre qui ont un couple stable. Voilà, donc il faut être attentif à ça. Je ne sais pas comment dire. Hein, moi, voilà, je pense qu'il n'y a pas de destin. Là, la question, c'est toujours la même question quand on a des parents qui ont leur souffrance, qu'ils soient séparés ou autres. Hein, c'est d'arriver à ne pas se situer dans le destin, dans ce qu'on perçoit comme un destin familial. Alors, se constituer en couple bétonné, parfois vous avez des enfants de parents divorcés qui du coup ont une espèce de volontarisme alors on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils veulent, ils se situent en contre-identification à leurs parents. Bon, mais avec le temps, ça sera autre chose. On peut parfois comprendre, parfois les parents ont divorcé. Il y a des raisons, enfin, il y a des compréhensions qui peuvent se penser, se comprendre, et voilà, qui sont moins dangereuses pour soi-même quand on se marie, parce qu'évidemment, on vit le divorce des parents comme un danger, puisque soi-même, on est en train de fonder quelque chose. Donc, moi, je crois qu'il faut... Un des dangers, si vous voulez, mais ce n'est pas tous les dangers. Un des dangers, c'est le volontarisme. C'est-à-dire comment être dans la volonté sans le volontarisme. Je pense qu'il y a de la volonté. Quand on crée un couple, il faut mettre des choses de son côté, il faut faire attention. Il ne faut pas attendre trop tout de suite. Il faut de l'inventivité. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui... Et en même temps, voilà, il ne faut pas peut-être... je pense que c'est très dangereux le volontarisme, parfois, parce que du coup, on fait vivre au conjoint parfois des choses un peu... Parce qu'il y a toujours... Il ne faut pas se leurrer. Il y a souvent dans un couple, il y en a souvent un qui domine un petit peu malgré tout. Des couples complètement équilibrés, complètement, au fond, dans une mutualité de création collective à deux. Ça arrive, hein, mais très souvent, il y en a un qui tire plus que l'autre, un petit peu plus. Ça, c'est assez courant, puis ça fait, voilà. Et puis l'autre qui est un peu plus passif. Voilà. Alors l'idéal, c'est quand chacun a ses zones de passivité, et puis que les gens se complètent. Mais ça peut arriver aussi qu'il y ait ça.
Donc effectivement, quand on est celui qui tire plus, et ça c'est des choses que j'entends très souvent, quand on est un peu plus celui qui désire, qui fait des projets, puis l'autre qui est plus voilà, plan-plan, disons. L'enjeu, c'est de vouloir pour l'autre, voilà, donc je crois qu'il faut penser, c'est pour ça que je parlais du temps. Il ne faut pas parler seulement en termes d'espace, de négociation des places, mais quel est le rythme de l'autre? Quel est son rythme? Qu'est-ce qui... Évidemment, si vous ne lui laissez pas le temps de prendre des décisions parce que vous êtes plus rapide, il ne les prendra pas. Enfin, je dis il parce que c'est souvent dans ce sens-là que c'est dit. Pour la vie familiale, en tout cas. Donc, il faut regarder le rythme de l'autre. Il faut voir un peu son temps de la décision, tout ça. Des personnes très volontaristes qui décident avant l'autre. Voilà. C'est une école aussi de patience, des choses comme ça. Donc, je crois que c'est le grand danger de la vie de couple, au fond, vouloir pour l'autre. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Parce qu'on est dans une société qui est beaucoup plus égalitaire quand même, malgré tout. Donc, avant, il y avait la place des hommes, la place des femmes, et chacun avait son espace d'une certaine manière, beaucoup plus que maintenant. Maintenant, on est dans un lieu quand même où les gens sont en interaction assez souvent, donc ont plus qu'on ne le croit, enfin beaucoup plus qu'il y a 50 ans en tout cas, ont des espaces communs, de vivre des choses en commun beaucoup plus qu'avant. Du coup, un des dangers quand on est assez souvent avec son conjoint quand même, malgré tout, le soir, machin, c'est de savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui, quoi, ou pour elle. Voilà, donc, puis c'est très subtil hein, comme type de danger. Hein, c'est-à-dire on ne s'en rend jamais compte. On pense toujours qu'on sait mieux que l'autre. Voilà. Alors, et puis les blessures liées à l'amour, elles ne guérissent jamais complètement. Hein, mais c'est pas ça qui empêche de rester en couple, hein, à mon avis, durablement. Enfin, ça peut... C'est pas forcément... On a tous des blessures. Il y a dans les couples, par exemple, il y en a souvent un qui est plus abandonnique que l'autre, plus angoissé par l'abandon. C'est assez courant, ça. Bon, il ne faut pas en faire un fromage. Enfin, c'est très courant. Comme dans une fratrie, ils en avaient souvent un qui est plus angoissé aussi, qui a plus peur d'être laissé par ses parents, qui a plus besoin qu'on soit près de lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut y répondre constamment, hein, mais là aussi... Qu'est-ce qu'on fait des blessures d'amour du conjoint? Comment on fait? Voilà. Alors parfois c'est complètement invalidant, hein, ça peut devenir quasi psychiatrique hein, dans certains cas. Mais quand ça ne l'est pas, quand c'est comme tout le monde, disons, hein, je dirais qu'il faut au contraire voir un peu cette fragilité, comment elle se déploie dans la vie de couple au long cours. Être abandonné, ça n'empêche pas de rester en couple longtemps. Hein. Simplement, cette personne-là, il faut qu'elle soit un peu rassurée, bien sûr. Voilà. Donc ça, évidemment, ça demande de faire attention. Alors, après la mort d'un conjoint, donc évidemment, pensez-vous que la relation qu'on avait avec lui peut être encore approfondie? Oui, d'une certaine manière. Oui. Après, mais alors, évidemment, c'est pas au sens... c'est une relation qui est moins tangible, évidemment, qui est plus tangible, mais qui peut acquérir une certaine forme de profondeur, de reconnaissance d'un certain nombre de choses. Il y a tout un travail aussi de mémoire hein, quand on a perdu un conjoint qui peut durer là où des choses reviennent, où il y a tout peut-être se déploie plus justement quand le conjoint a disparu, quand c'est pas trop mal passé, parce que parfois quand un conjoint disparaît que le couple n'allait pas trop bien, c'est parfois plus difficile que quand le couple allait bien. Hein, les deuils plus difficiles sont parfois aussi dans des couples qui n'allaient pas trop bien. Voilà, il y a tout ce tissu dont je parlais tout à l'heure apparaît plus, on peut plus faire mémoire hein, de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé, de ce que la mémoire aussi donne pour les enfants, pour les proches, etc. Donc il y a tout un travail de mémoire, de présence particulière, hein, mais qui est encore plus particulier au conjoint, parce que le conjoint, évidemment, il y avait une proximité. Je dirais même avec les conjoints séparés. Hein, moi, je suis assez frappé quand des gens qui ont été séparés et donc l'un des deux est mort, combien la place du conjoint est encore assez présente dans le discours hein, de la personne.
et prend une place qui se pacifie. Des personnes assez âgées que j'ai accompagnées, qui me disaient au fond, qui venaient voir un psy pour être en paix, hein, plutôt du côté de la fin de la vie, hein, des gens très âgés, dire qu'au fond, la manière dont un conjoint déjà disparu, mais dont la personne est séparée depuis longtemps, et qui prend sa place en vieillissant, hein, dont on reconnaît aussi ce qui s'est passé mieux, les qualités de ce qui a existé aussi, même s'il y a eu beaucoup de souffrances, etc. Voilà, donc, et très, très curieusement, mais enfin, curieusement pour le grand public, je dirais, même quand les gens sont séparés, il y a cette place-là qui est présente. Hein, donc, alors quand les gens ne sont pas séparés aussi, bien évidemment. Mais comme tous nos morts, mais plus spécifiquement pour les conjoints. Tous nos morts, nous avons une proximité de nos morts psychiques, spirituelles, mais qui est d'une qualité particulière et qui est différente d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vous disent, après la mort du conjoint, pour moi, c'est le vide sidéral. Hein, et ça peut durer longtemps. Donc, une espèce de sentiment qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien. Et puis, 5, 6, 7, 8 ans après, c'est autre chose. Quelque chose qui revient d'une pensée de l'autre, d'une intimité, entre guillemets, avec l'autre, etc. Donc, ce n'est pas forcément tout de suite. Hein. Alors, autre dernier, puis après, on va s'arrêter. L'étape 2, très soulignée. Voilà. Ah, super, une question Internet. Est-ce que les projets dans le couple sont indispensables? Ça, c'est une bonne question. C'est angoissant de ne pas en avoir. Je pense qu'on est très angoissé par l'absence de projet quand on est plus jeune. Ça, c'est des choses qui me sont dites souvent. Ouais, mon conjoint, il ne fait pas de projet. Et c'est vrai que parfois, il y a un des deux qui fait moins de projets que l'autre. Et c'est angoissant pour le conjoint. Parce qu'on a l'impression que, je ne sais pas, on a l'impression d'être livré à une sorte de passivité dans ce cas-là. En même temps, ça peut devenir vite un poison dans le couple, cette idée, il faut faire des projets, il ne fait pas de projets, etc. Alors, voilà. Mais je ne nie pas que avoir un conjoint qu'on vit comme un boulet, c'est difficile. Parce que la question, elle est là. Avec une gradation, le curseur, après, il bouge. Hein. Mais la question est là, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est faire un projet commun? Qu'est-ce que c'est faire un projet commun? C'est se projeter dans l'avenir, c'est imaginer des choses bonnes pour tous les deux, ou pour la famille quand il y a des enfants, ou quand il y aura des enfants. Voilà. Alors, ceci dit, c'est toujours une question de rythme. Hein, quand il y en a un qui est un peu plus passif que l'autre, etc. Souvent, moi, ce que je vois souvent, c'est l'un des deux qui veut toujours que le projet, il ait une forme. Ah oui, il faut qu'on achète une maison. Voilà. Il y a une espèce d'angoisse. Alors, vous voyez, quand on a un qui est passif et l'autre qui est anxieux, ça fait un peu un truc d'étonnant. Anxieux de mettre en forme des choses, et qui est d'autant plus anxieux que l'autre est passif. Hein, ou le perçoit comme passif. Alors, ça peut paraître... C'est là que je dis que la vérité est binoculaire. C'est-à-dire que vous avez des séquences relationnelles où vous attendez tellement du conjoint que finalement, il ne finit par ne pas... par faire ce que vous n'attendez pas, c'est-à-dire qu'un conjoint passif qui est constamment asticoté finit par être encore plus passif. Il y a des gens qui réagissent en se rentrant dans leur coquille de Bernard l'ermite, hein, et qui sont encore... Alors là, c'est une question aussi d'attention au rythme. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui, je dirais, est secondaire, hein, des gens qui sont moins dans l'action, plus secondaire, il faut digérer tout ça un certain temps avant de faire un projet. Il faut vraiment leur laisser le temps du rythme. C'est-à-dire que mais c'est la même chose pour les conversations. Il y a des gens qui veulent qu'on s'explique tout de suite. Hein, on a un truc qui ne va pas, il faut qu'on s'explique. Oui, tu as dit ça, il faut qu'on s'explique. Ben, il ne faut peut-être pas toujours s'expliquer tout de suite. Et il faut peut-être parfois attendre pour s'expliquer. Vous voyez,
Moi, je ne suis pas certain qu'il faille toujours s'expliquer tout de suite. Il faut prendre le temps, que les choses déposent un peu. Et donc, ça dépend des... Alors, les projets, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toute une genèse des projets qui doit vraiment être de l'ordre d'une... Alors, des vrais projets de vie, hein, par exemple, changer de lieu, aller habiter en province au lieu d'être à Paris, ou voilà, ma femme est de La Roche-sur-Yon, elle veut aller à La Roche-sur-Yon, et moi je reste à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ben, il faut que ça se mûrisse, quoi. On ne peut pas décider, il n'y a pas uniquement des critères objectifs et rationnels qui font qu'on... Voilà, donc, il y a un temps de discernement pour des chrétiens. Les discernements, ça peut y avoir une dimension spirituelle au discernement aussi, hein, de voir... quand c'est neutre moralement, vous ne pouvez pas discerner de savoir si vous allez tromper votre conjoint dans le monde chrétien. Il n'y a pas de discernement possible à ce niveau-là, puisque l'Église vous dit que ce n'est pas bien. Hein. Donc vous pouvez discerner, mais quand c'est moralement neutre, savoir par exemple choisir un lieu, etc., bon, ben, je crois qu'il y a tout un travail de discernement mutuel qui suppose que le rythme de chacun soit respecté. Alors c'est vrai que quand on est à certains, voilà, entre 20 et 40 ans, les projets, c'est plus important qu'à d'autres, évidemment, à cause des enfants déjà. Donc, et puis pas seulement, mais c'est l'âge du projet, c'est l'âge de la générativité, disait le psychanalyste. On crée des trucs à cet âge-là. Je ne veux pas dire qu'à 60 ans, on ne crée plus rien, mais on a envie de créer, on a envie de mettre en place des choses, on a envie que ça marche. On a envie... Et peut-être que plus tard, on se dit, bon, ben, on se dit, voilà, est-ce que c'est tout le temps nécessaire? On n'est pas forcément dans le même regard. Hein, donc, c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de prendre, d'écouter d'autres couples, d'autres qui sont d'un âge différent, de voir ce que font des générations différentes, ou des couples qui ont un peu plus de durée de vie de couple. Tout ça, c'est intéressant de voir comment les gens fonctionnent. Alors évidemment, ils ne vous disent pas tout sur leur vie de couple, heureusement. D'où l'intérêt. Moi, je trouve que les chrétiens ont inventé des trucs très bien pour ça. Hein. Tout ce qui est équipe Notre-Dame, session Cana, toutes ces sessions pour les couples, voilà, on confronte aussi. Alors il y a des dimensions spirituelles, mais il y a aussi cette dimension d'être en face d'autres, de partager, de regarder ce que vivent les autres, de regarder nos pauvretés, de regarder celles des autres. Vous voyez, toutes ces choses-là, ben, c'est très utile. Hein, toutes ces questions-là que vous posez, ben, elles se posent assez couramment dans beaucoup de couples. Voilà. Alors, dépasser le mariage fusionnel, c'est la question qui me posée. Disons, il y a des moments fusionnels. Quand on est amoureux, c'est normal d'être un peu fusionnel. Et puis, il y a des moments qui sont plus fusionnels. Vous avez un enfant malade. Voilà, il y a des moments dans la vie de couple où vous avez un moment où vous perdez votre boulot, où vous avez plus besoin de votre... Enfin, des moments qui sont plus... Je ne dis pas que le fusionnel revient. Hein, et puis, ce n'est pas interdit par la loi, et c'est très bien. Mais on ne peut pas rester dans ce côté indifférencié. Voilà. Enfin, on ne peut pas, c'est pas... enfin, en général, si le côté indifférencié reste tout le temps, ça pète à un moment ou à un autre. Hein, où il y a un des deux qui veut arrêter, ou parce qu'il y en a un qui a eu plus de maturation, etc. Donc, à un moment donné, ça se pose. Ou la vie pose la question, ou c'est le conjoint qui pose la question. Donc, je pense que sortir des moments fusionnels, en général, c'est la réalité qui nous aide à sortir du moment fusionnel. Quand vous avez des enfants, vous êtes bien obligé de sortir un peu du couple fusionnel, un petit peu quand même. Quand vous avez, voilà, quand il y a un certain nombre de choses qui se passent qui font qu'on, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que nous on n'est pas actifs. Ça veut dire qu'il faut saisir l'occasion quand la réalité nous propose, nous dit, voilà, tu vis autre chose. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Hein, qu'est-ce que tu fais de cette autre chose, hein, de cet autre moment du couple? La même chose pour les enfants. On peut être fusionnel avec un enfant. Ça arrive. Bon, les enfants, ils grandissent. Donc, si vous restez fusionnel, ça pète à l'adolescence. Vous voyez, donc il y a un moment où les choses se reconfigurent autrement et vous êtes bien obligé. Hein. Toujours le temps. On n'est pas dans un temps arrêté. Hein, on est tout le temps dans le mouvement du temps. On est bien obligé de sortir par moment de ces choses-là. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir échanger là-dessus, évidemment. On peut reconnaître tous les deux qu'on est dans un moment plus fusionnel et d'en avoir besoin aussi. Si vous êtes seul à l'étranger, en couple,
pas encore d'enfants, bon, ben, vous êtes forcément plus fusionnel que si vous restez dans votre contexte ici. Alors, et une dernière question, et après je m'arrête là, sur le courtage matrimonial. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le courtage matrimonial, qui a été supprimé, alors je n'êtes pas obligé de dire, dans les années 50, il est maintenant autorisé. Je sais pas, c'est quoi, c'est les mariages arrangés, le courtage matrimonial? Ah, d'accord, c'est le fait de passer par les sites pour... d'accord. Et avant, c'était autorisé de quelle manière? C'était totalement prohibé. D'accord. Oui, alors c'est plus que matrimonial, hein, c'est le site internet. Oui, c'est une sorte de voilà, plus de rencontres d'ailleurs, hein, de rencontres de très diverses, très diverses. Moi, si vous voulez, ce qui se passe sur les sites internet, ça dépend ce qu'il y a. Il y a énormément de choses sur les sites internet. Hein. Ce qui est embêtant, enfin ce qui est embêtant, c'est que moi je vois les choses comme elles se passent à partir d'un certain âge, la rencontre avec d'autres passe par Internet. Je passe pas seulement la rencontre conjugale, hein. En général, souvent les personnes sont dans ce registre-là. Donc ça me dit quelque chose d'une société qui a du mal à rentrer en lien, quoi. Et et avec Internet, je trouve que le problème d'Internet, c'est qu'il faut être solide. Alors, je ne parle pas des questions morales qui peuvent se poser, évidemment, d'aller sur des sites de rencontres quand on est marié ou des choses comme ça. Mais même, je veux dire, quand on veut, si on a de très bonnes intentions, rencontrer un conjoint à qui on voudrait être fidèle, c'est pas facile d'aller sur Internet. Rencontrer un conjoint par le réseau amical, c'est pas toujours facile, mais il y a tout un tissage extérieur qui aide à pas se sentir complètement exposé. Voilà, vous avez un couple d'amis qui vous fait rencontrer une personne, bon, ben, vous êtes libre de ne pas prendre l'adresse ou non. Voilà, il y a une espèce Là, sur un site de rencontre, on est tout de suite très exposé et on a tout de suite le sentiment d'être jugé, de pouvoir être jugé par l'autre. Et pour les gens les plus fragiles, c'est pas facile. C'est même parfois extrêmement... C'est douloureux de se faire jeter sur un site. Voilà, donc bah, c'est ça qui me paraît. Mais c'est à l'image de notre société, qui est une société qui est beaucoup plus brutale qu'elle ne le dit. Hein, où, au fond, la vie relationnelle est assez brutale, quoi. On s'en rend plus compte parce qu'elle est comme ça. Mais sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que c'est quand même très brutal. Hein. Voilà.